Écoutez, merci de me donner l'occasion effectivement de débattre ici et de défendre effectivement ce qui constitue les deux principales revendications du mouvement. Donc ce matin, pour moi, c'est la justice fiscale, et puis cet après-midi, ce sera la démocratie et la souveraineté du peuple, pour faire court. Donc c'est exactement ce qui a conduit à l'émergence du mouvement, avec comme point de départ, évidemment, la taxation sur le carburant. Bon, je fais très court, mais on avait Emmanuel Macron qui nous avait dit « Ah non, mais moi je taxe pas le travail, mais en revanche il faut taxer le carburant ». Bon, il a priori pas compris que les gens ils prennent leur voiture pour aller travailler. Il a beau avoir fait des hautes études, c'était semble-t-il beaucoup trop compliqué. Et puis évidemment, quand vous faites une réforme qui va vous faire gagner 3 milliards d'euros, et que dans le même temps vous venez de supprimer l'ISF et que ça entraîne une perte de recettes de 3 milliards, il est évident que ça a un petit peu de mal à passer. Et vous saupoudrez de ça, de Gaulois réfractaires au changement, de gens qui n'ont pas le sens de l'effort, il suffit de traverser la rue, etc. Bon, et vous avez évidemment l'explosion, parce qu'à un moment donné, bon, les gens ils sont quand même globalement très gentils, mais c'est vrai que quand vous les prenez pour des abrutis et que vous les méprisez, à un moment donné, effectivement, la colère explose. Alors, elle explose, et en fait, elle a fait rejaillir cette trame de fond et cette incompréhension qu'on a aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, la très grande majorité d'entre nous, c'est qu'on se dit, mais quand même, c'est incroyable, on a de la croissance tous les ans, mes impôts, ils augmentent tout le temps, d'année en année. J'ai jamais rencontré personne, moi, dans la rue, qui m'a dit « Ah, mais t'as vu, c'est formidable, cette année, on paye moins d'impôts ». Je l'ai jamais rencontré. Et pourtant, on nous explique, et c'est vrai, on est toujours en déficit, et on le réduit pas, et deux, on voit que nos services publics s'effondrent, les hôpitaux, l'éducation nationale, la justice. Je suis évidemment bien placé pour vous en parler. Pour vous donner un exemple, la justice, moi quand je suis arrivé au barreau de Rouen, je fais beaucoup de droit du travail, les dossiers en appel, donc on avait le jugement prud'homal, 6 mois après ou 8 mois après, on avait la décision de la cour d'appel. Aujourd'hui, les délais, c'est 2 ans à 2 ans et demi. À Paris, on est sur 3 ans. Et avant, vous avez déjà fait 2 ans de conseil de prud'homme. Donc les procédures à Paris prud'homales, pour aller au bout, c'est 5 ans aujourd'hui. Bon. Donc on a ces services publics qui s'effondrent, et on comprend pas, on paye toujours plus d'impôts, et on a de la croissance. En plus, alors elle est pas très très élevée, mais ça devrait augmenter les recettes quand même mécaniquement de l'État, et ce n'est pas le cas. Et ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est il y a trop d'impôts en France. Et la question est toujours posée comme ça. Moi, j'ai été invité chez Éric Brunet au mois de février sur la fiscalité. Et évidemment, il pose, vous savez, une question pour faire des sondages. Et donc la question, c'était ça. Y a-t-il trop d'impôts en France? Et bon, j'ai essayé d'être délicat avec Monsieur Brunet, mais je lui ai dit, je voudrais pas paraître désagréable, mais je crois que votre question, elle est mal posée. Moi, je la poserais plutôt en ces termes. Qui paye trop d'impôts et qui n'en paye pas assez? Vous voyez, de cette manière-là, je pense qu'on comprend bien mieux les choses. Et là, évidemment, on arrive tout de suite au cœur du sujet, parce que quand vous avez l'ISF, la flat tax, exit tax et le CICE, et que tout ça représente 30 milliards au bénéfice des 1% les plus riches, on voit qu'effectivement, c'est étonnant. Quand vous ajoutez à ça les intérêts de la dette publique, ces 40 milliards d'euros d'intérêts par an, qui sont quand même en très large partie captés par les plus riches, et l'évasion fiscale, alors c'est 60, 80, 100, 120, effectivement, on a du mal à évaluer, mais enfin, vous voyez que ça représente quand même une grosse somme. On en est globalement à, 130, 150 milliards, alors que le budget des recettes de l'État, c'est 240 milliards. Donc on comprend qu'il y a beaucoup d'argent qui part là dans les poches des 1, voire des 0,1% les plus riches. Et alors, sur l'ISF, par exemple, moi, on nous expliquait que, mais oui, mais c'est pour favoriser les investissements. Alors, je me suis tué sur les plateaux à essayer d'expliquer, mais non, ça va pas du tout favoriser les investissements, c'est mécanique, puisque avant la réforme, vous aviez tout le patrimoine qui était imposé, mobilier, immobilier, mais vous aviez une exonération de 50% pour toutes les sommes qui s'investissent dans le capital des PME. Bon, ils auraient passé de 50 à 100% l'exonération, très bien, a priori, ça va favoriser les investissements. C'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé, ils ont retiré de l'assiette de l'impôt tout le patrimoine mobilier, donc toute l'épargne et les actions. Et comme les ultra-riches ont un patrimoine qui est composé quand même très majoritairement d'épargne et d'actions, ils n'ont plus besoin d'investir pour être exonérés. Bon.
J'expliquais ça. La réponse qui m'était faite à chaque fois, c'est oui, mais vous inquiétez pas, on va évaluer, vous pouvez pas le savoir. Mais si, je peux le savoir, c'est mécanique en fait. Donc c'est obligatoire. Eh ben, pas de chance pour eux maintenant. Donc j'attends là impatiemment une nouvelle invitation parce qu'on a le rapport maintenant. Et le rapport, il nous dit qu'on a une chute des investissements dans les PME de 70%. Ah bah dis donc, c'est étonnant. C'est vrai que bon, alors je vous cache pas qu'il y avait un député En Marche qui après un débat m'avait expliqué qu'il n'avait rien compris à mes explications. Donc a priori, j'avais pas été assez clair. Et il faut comprendre que du coup, quand ils vous disent qu'ils luttent contre l'évasion fiscale, ben non. Ils vont pas lutter contre l'évasion fiscale puisqu'ils vous expliquent qu'il faut donner de l'argent aux plus riches pour relancer l'économie. Donc ils n'ont aucune motivation à le faire. C'est pas dans leur logiciel. Leur logiciel, c'est les premiers de cordée. C'est pas la théorie du ruissellement. Bon, c'est exactement la même chose, hein, mais il faut pas le dire. A priori, ils pensent que c'est un gros mot. Donc les premiers de cordée. Bon, et ben il faut juste lui expliquer que ça fait longtemps que les ultra riches, ils ont coupé la corde. C'est aussi simple que ça. Et on le voit puisque la croissance s'est effondrée en 2018 et en 2019 par rapport à 2017. Donc cette politique, elle, ne fonctionne absolument pas. Alors, il y a des idées reçues assez fortes. Moi, vous savez, j'avais voté convaincu en plus Nicolas Sarkozy en 2007. C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Mais pour les gens de droite, pour beaucoup d'entre eux, en fait, ils sont résignés. Et ils se disent, bon, de toute façon, les services publics s'effondrent, les politiques piquent dans la caisse, etc., savent pas utiliser l'argent public, et pour une partie, en l'état actuel, ils ont quand même largement raison. Et donc, plutôt que se dire, on va réformer la manière dont l'État gère l'argent public, ils disent, bon, bah, autant qu'on me prenne moins d'impôts, hein, comme ça, moi, je saurais bien l'utiliser. Vous voyez, à une échelle individuelle, c'est ça. Et du coup, ils font pas le raisonnement de se dire mais mon impôt, quelle est la contrepartie de mon impôt? Et la contrepartie, effectivement, ça devrait être aujourd'hui les services publics. Et c'est pour ça qu'on est dans ce paradoxe que j'expliquais, à savoir que les impôts augmentent, mais que vous avez les services publics qui s'effondrent. Et c'est ce qui a fait, je pense que très largement, peu importe le bout par lequel on le prend, que les Gilets jaunes se sont fédérés au-delà du clivage droite-gauche. Il y avait aussi sur la question du CICE, quelque chose que je voulais dire, parce que il y a un débat, il y a une revendication à gauche assez légitime, mais qui est très compliquée. Les charges sociales. Alors il y a les libéraux qui les appellent les charges sociales, puis il y a les gens de gauche qui les appellent les cotisations sociales. Hein, bon, c'est très compliqué le débat sur les cotisations sociales. C'est très compliqué d'arriver à expliquer que, évidemment, c'est les cotisations qui financent les systèmes de solidarité, de retraite, de maladie, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent bon, je paye quand même un niveau de cotisation sociale qui est extrêmement élevé. Alors, on peut évidemment expliquer aux gens que, attendez, l'État, quand il collecte l'impôt, a priori, ou les cotisations sociales qui sont collectées, on les met pas au feu, on les met pas à la poubelle. C'est-à-dire que de toute façon, tout ce qui vous est pris vous est rendu d'une manière ou d'une autre. Si vous avez 25 ans aujourd'hui, vous en percevez peut-être pas beaucoup de retours parce que vous n'êtes pas beaucoup malade, parce que évidemment vous êtes en activité. Mais demain, vous aurez ce retour-là. Mais je voudrais juste dire que avant de développer tous ces arguments, et notamment sur la question du CICE où on a consenti des allègements de cotisations sociales extraordinaires et qui sont pour moitié captés par les plus grandes entreprises, je pense qu'il faut dénoncer surtout l'hypocrisie qui tient au fait de confondre toujours les grandes entreprises avec les petites entreprises. Et ça, c'est un débat sur lequel tout le monde va être d'accord. Quand on dit mais au moins concentrer les aides sur les petites et moyennes entreprises et pas sur les grandes entreprises. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'important parce que si on veut augmenter les salaires demain, et notamment le SMIC, il faut être clair, les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens aujourd'hui de supporter ces augmentations de salaire. Donc il va bien falloir trouver des moyens de les accompagner dans ces augmentations. Donc ça peut passer par une réduction de l'impôt sur les sociétés, mais ça peut aussi passer, de manière transitoire au moins, par un allègement
des cotisations sociales. Et une fois que vous avez relancé l'activité, relancé le carnet de commandes, et bien de manière dégressive, vous pouvez arrêter l'allègement des cotisations sociales pour retrouver un système, on va dire, à peu près simple à comprendre. Cotisation égale ensuite contrepartie de retraite, de santé, etc. Mais je pense que c'est vraiment important parce qu'on confond toujours, enfin on essaie toujours de nous faire confondre les entreprises. Le mot entreprise, moi je connais pas entreprise. Il y a les petites et moyennes entreprises et il y a les très grandes entreprises. Bon. Ensuite, quand on parle d'impôts, il y a évidemment la question de y a-t-il une limite à l'accumulation des richesses? Bon. Sur le plan moral, bon, tout peut se défendre. Pourquoi pas? Je veux dire, j'ai même pas envie de me situer sur ce terrain-là. Je me situe sur un terrain pragmatique. Et là, la conclusion, elle est simple. Aujourd'hui, vous avez des riches qui accumulent tellement de richesses que si l'on compare leur richesse avec les valeurs, avec les biens qui existent dans la société de consommation, ils ont juste pas assez d'argent pour le dépenser, leur pognon. C'est pas possible. Donc moi, les gens qui gagnent 5, 10, 15 000 euros par mois, ça me dérange pas. Ils vont le claquer, l'argent. Ils vont s'acheter une plus grande maison, ils vont s'acheter une plus grande piscine, ils vont s'acheter une belle voiture, une deuxième, une moto, etc. C'est pas grave. Au moins, ça fait tourner l'économie. Bon. Mais vous avez des gens qui gagnent 100 000, 1 million d'euros par mois. Et ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer l'argent. Bon. Et l'argument phare, et c'est Frédéric Lordon qui m'a permis de comprendre ça, c'est que dans la finance, en fait, vous avez le marché primaire et le marché secondaire. Et le marché primaire est constitué de deux opérations, c'est soit une augmentation de capital, soit une création d'entreprise. Dans les deux cas, vous avez une création d'actions. Dans les deux cas, vous avez un financement nouveau qui est apporté à une entreprise. Donc là, vous financez, vous apportez de l'argent frais à une entreprise. Très bien. Puis à côté, vous avez le marché secondaire. Et là, c'est que de la spéculation. C'est A qui achète à B les actions de Trucmuche. Bon. La société Trucmuche, elle ne touche pas un copec dans ces transactions. Ben, aujourd'hui, dans la finance, 97% des transactions, c'est la spéculation. C'est le marché secondaire. Donc la finance ne sert absolument pas l'économie réelle. Et donc, vous avez aussi, quand je parle avec mes amis qui ont voté Macron, c'est assez drôle parce que ils sont toujours persuadés que ouais, mais les dirigeants du CAC 40, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils le méritent, ils sont intelligents, etc. Mais en revanche, les footballeurs, eux, ils gagnent beaucoup trop d'argent. Bah écoutez, soyez cohérents. On est en système capitaliste, libéral. Ce qui est rémunéré, c'est le fait c'est le profit. Bon, eh ben, j'ai le sentiment que les joueurs de foot, ils ramènent beaucoup d'argent à leur club. Donc si vous l'acceptez pour les dirigeants du CAC 40, il faut l'accepter pour les joueurs de foot. Et si vous l'acceptez pas pour les joueurs de foot, il y a peut-être à redire pour les dirigeants du CAC 40. Surtout qu'en plus, j'en dis un mot simplement, je m'éloigne un chouïa du sujet, mais vous pouvez être très intelligent. Hein. Aujourd'hui, dans les conditions du libre-échange, quand vous êtes un dirigeant du CAC 40, de toute façon, votre mission, c'est de faire gagner de l'argent à vos actionnaires. Vous avez deux possibilités. Hein. Soit vous augmentez le chiffre d'affaires, et sur des marchés concurrentiels, par exemple l'automobile, c'est quand même très aléatoire d'arriver à produire des véhicules qui vont mieux se vendre que la concurrence et d'augmenter le chiffre. En revanche, vous avez un autre moyen, et dans les conditions du libre-échange, c'est très simple, vous baissez les charges. Et donc pour ça, vous délocalisez. Donc en fait, vous pouvez avoir des gens tout aussi intelligents qu'ils soient, qui vont mettre leur intelligence au service d'une chose, franchement, qu'un demeuré est capable de faire, délocaliser. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ne mettent pas leur intelligence au service de l'intérêt général. Voilà, et ben je vais conclure pour dire très simplement que il faut arrêter avec l'idée qu'on ne peut pas imposer les riches comme les autres parce que sinon ils partent et l'économie va s'effondrer. Il faut arrêter de nous faire de la pédagogie là-dessus. Ça suffit. Ces gens-là ont fait sécession par rapport à l'impôt. Et on nous parle de consentement à l'impôt. Et ben ça tombe bien, moi je n'ai absolument pas envie de les faire consentir à l'impôt, je veux les y soumettre. Et c'est ma conclusion, c'est ma phrase de conclusion, mais pour faire une métaphore, est-ce que vous admettriez que quelqu'un, parce qu'il roule en Ferrari, ne soit pas soumis aux limitations de vitesse? Voilà, c'est aussi simple que ça.